Delphine Rideau, directrice de la Maison des ados de Strasbourg et donc de l'ensemble de ses services, notamment le réseau Virage et Brick James. Euh, on voulait aujourd'hui vous proposer un café info pro sur la thématique de l'aller vert, dans la perspective d'en échanger. Donc évidemment, de présenter un petit peu la façon dont nous concevons ce travail d'aller vers au sein de la Maison des ados de Strasbourg et plus largement de beaucoup de maisons des ados, mais aussi de le discuter et de le croiser avec les autres pratiques, les autres réflexions, perspectives que tous les professionnels de l'adolescence pourraient avoir envie de partager avec nous, avec l'ensemble des personnes qui aujourd'hui nous rejoignent sur cette thématique. Donc, nous allons évidemment avoir un petit propos sur la question avec mes collègues que je vais présenter ensuite. Sans oublier de remercier Lydia Jaran, qui est notre chargée de mission coordinatrice formation, et Kevin Schaeffer, qui est aux manettes sur la partie communication. Mais ce propos vraiment qu'on souhaite vous faire partager, vous pouvez librement, dans un second temps, penser à le commenter, questionner et aussi bien sûr à nous faire partager vos propres expériences en la matière. Alors, l'aller vers la façon dont on le questionne au sein de la Maison des ados, ça s'incarne, on l'avait inscrit dans le petit texte de présentation qu'on vous a proposé dans certains types d'actions. Ce qui me semble important de souligner, c'est que c'est quelque chose qui a été au fondement de la création des maisons des ados et de la Maison des ados de Strasbourg, même si à la base, ce sont des structures qui ont plutôt accueilli sur place, donc accueilli dans leurs murs, et uniquement dans leurs murs pour ce qui est des premières années de fonctionnement des maisons des ados. Et donc, on pourrait considérer que ce ne sont pas des pratiques d'aller vers qui nous ont fondés, mais la question pour nous, c'est de l'envisager au moins autant comme un process très concret de déplacement, mais aussi comme une posture. Et dans ce contexte-là, c'est important de rappeler pour nous que les modalités d'accueil très inconditionnelles qui ont été construites pour les maisons des ados, et notamment l'anonymat, l'accueil sans rendez-vous, la gratuité totale, c'était déjà des manières finalement de répondre à des demandes d'adolescents ou même de familles qui ne pouvaient pas forcément trouver satisfaction dans les modalités de fonctionnement de beaucoup de services qui posaient tout un tas de critères préalables à la rencontre. Alors aujourd'hui, dans l'évolution du temps des maisons des ados et de celle de Strasbourg, ce concept d'aller vers s'est élargi et ne consiste plus seulement à accueillir en nos murs de façon la plus souple et inconditionnelle possible. C'est ce que Claire Riffel et Rabia Senoussi vont nous présenter à travers deux exemples. Il y en a d'autres. J'excuse d'ailleurs Ophélie Tchudi qui n'a pas pu finalement être avec nous ce matin, mais on pourra peut-être parler quand même un tout petit peu de ce qui s'est développé chez nous sur le service Brick James et surtout James. Euh, et je pense que la liste, au fil du temps, va s'allonger parce que on a cité dans le petit texte de présentation de cette matinée le fait que cette dynamique d'aller vers s'appuie sur des moyens traditionnels ou numériques. La question, c'est probablement de faire évoluer encore les choses pour être de façon souple et interagissante régulièrement dans le et ou numérique, présentiel, traditionnel et ou numérique.
Et c'est cette agilité-là qu'il va falloir qu'on trouve de plus en plus souvent au niveau de l'ensemble de nos pratiques professionnelles, de nos structures professionnelles, pour aller réellement à la rencontre de celles et ceux qui ne viennent pas spontanément à notre rencontre, à la rencontre des professionnels, qui ont même parfois beaucoup de réticences et qui sont pour autant parfois celles et ceux qui en ont le plus besoin. On y reviendra. Je ne vais pas être plus longue en introduction et donc assez rapidement, si vous voulez bien quand même me confirmer toutes et tous que vous nous entendez bien. S'il y a des difficultés techniques, vous pouvez les inscrire dans le chat, on le suit et on essaiera de répondre. Et puis on vous proposera des petits moments d'échange pour que chacun puisse réagir à un propos. Dans un premier temps, je vais passer la parole à Claire Riffel, qui est psychologue clinicienne et chef de service de la Maison des Ados pour sa partie socle, donc à Strasbourg. Et puis, dans un second temps, à Rabia Senoussi, qui est la chef de service de nos antennes, puisque la Maison des Ados, depuis presque 2 ans, on va dire, commence à s'organiser pour proposer ses services dans les autres territoires du département que l'Eurométropole. Et donc, on pourra au fur et à mesure échanger de leurs deux propositions, sachant que Claire Riffel va nous parler beaucoup de l'aller vers, justement, dans sa particularité numérique, et Rabia Senoussi un peu plus sur la partie territoires élargis. Merci pour cette introduction. Du coup, en effet, moi, j'ai construit mon propos avec l'idée d'offrir un témoignage sur un cheminement et une manière dont on s'est saisi de cette possibilité d'aller vers, euh, avec la prétention d'essayer de penser un petit peu ce qu'on a mis en place, euh, et peut-être que ça puisse offrir des résonances aux personnes dont c'est également le cheminement actuel. Euh, À savoir que du coup, l'expérimentation ou le programme dont je vais parler est issu du fait que durant le premier confinement, comme toutes les autres MDA et comme beaucoup de professionnels, la Maison des adolescents de Strasbourg a été privée de ses moyens habituels d'entrer en relation euh, avec les adolescents et les adolescentes. Et comme beaucoup d'autres, on a été amené du coup à faire preuve de créativité et à essayer d'inventer euh, des manières de nous rendre disponibles et présents euh, pour les adolescents et les adolescentes qui étaient privés là aussi des adultes qui habituellement font ressources autour d'eux. Et dans cette idée de se rendre disponible. Euh, et du coup, c'est avant tout pour sa capacité d'aller vers qu'on a créé cette proposition durant le confinement du réseau des ambassadeurs, ambassadrices de la Maison des adolescents, qui s'est ensuite pérennisé sur 4 promotions, donc qui a eu l'occasion un peu de s'éprouver au temps, euh, et qui proposait à des étudiants du domaine du soin et de l'accompagnement, et donc on a eu des étudiants en psychologie, des étudiants en travail social, que ce soit AS ou ES, des sages-femmes, euh, et à ces étudiants, on a fait la proposition d'approfondir leurs connaissances en matière d'adolescence, de pratiques numériques, afin de se rendre disponibles sur les réseaux sociaux pour les adolescents, sachant que chaque promotion a compté entre 18 et 25 étudiants, qui étaient du coup accompagnés par les professionnels de la Maison des adolescents, avec des temps de formation et d'analyse des pratiques réguliers et des comptes rendus aussi réguliers par rapport aux situations et aux jeunes avec lesquels ils étaient en contact. Il y avait vraiment une mise en œuvre qui supposait un suivi très régulier et minutieux des contacts que les ambassadeurs et les ambassadrices avaient sur les réseaux sociaux, et qui permettait aussi la mise au travail des positionnements qui étaient adoptés dans ces discussions. Euh, Cette expérience, elle nous a permis à nous de nous interroger sur la dimension de l'aller vers, qui est comprise ici comme une démarche proactive qui dépasse souvent les modalités d'intervention traditionnelles, euh, et qui
s'avère d'autant plus nécessaire que l'aller vers dans les espaces numériques, c'est pas uniquement un changement de modalité, euh, mais ça exige aussi une posture réflexive tout du long qui permet d'ajuster son positionnement professionnel à l'expérience. Alors, comment j'argumente ça? Souvent, l'aller vers, en fait, on le conçoit comme un déplacement, euh, qui soit physique ou un changement d'outil. Euh, mais c'est également un changement de posture parce qu'il ne s'agit pas seulement de travailler ailleurs, mais bien souvent d'accepter de travailler autrement. Euh, Parce que l'aller vers, ça nécessite pour les professionnels ou pour là, dans ce cas-là, les stagiaires ou les étudiants, euh, une démarche et une posture engagée et engageante, qui est une démarche proactive et une pratique qui est facilitante et qui consiste à provoquer la rencontre, à tenir le lien, euh, pour au minimum décoder une demande implicite ou pour au mieux réussir à la faire se formuler de manière explicite et amener vers un ailleurs, donc un accompagnement, un lieu où des soins sont offerts. Et cet aller vers, en fait, il re-questionne et il rebouge la question de la distance qu'on crée dans la relation. Et il amène à se re-questionner sur la bonne distance dans ce contexte. Et c'est un exercice qui est vraiment d'une grande finesse à partir du moment où on accepte justement de perdre nos repères habituels dans cette pratique. Sachant qu'il y aurait le risque alors de se tenir trop loin dans une extrême neutralité qui serait trop peu engageante pour certains et pour certaines, ou le piège aussi de se trouver trop près, dans, comme collé au désir de venir en aide et à se positionner alors au choix en sauveur, en sauveuse ou en père sans aucune distance. Ce qui dans les deux cas permettrait pas un accompagnement de qualité. Et du coup, on se situe dans cette zone de tension entre maintenir une juste et bonne distance, tout en s'inscrivant dans une dynamique de recherche de proximité, avec un paradoxe qui vient là éclairer au prisme des situations vécues les limites de l'envers. Et c'est une question qui revient beaucoup dans les pratiques. Alors là, on illustre à partir du réseau des ambassadeurs, mais pour avoir accompagné aussi des professionnels dans leurs pratiques numériques, ça fait partie des questionnements récurrents, à savoir jusqu'où on va sans devenir ou sans se sentir intrusif, intrusive, et au nom de quoi on dépasse ses limites habituelles de professionnels. Euh, Sachant que dans le cas des ambassadeurs, l'accompagnement des étudiants dans la découverte et l'expérience de cette dimension relationnelle a été extrêmement riche avec chaque promotion, avec un ajout dans leur cas qui est la dynamique de pair et danse, qui leur a permis aussi de mutualiser et de se nourrir des difficultés rencontrées par les uns les unes les autres au sein du groupe. Sachant que ces étudiants pouvaient être amenés sur les réseaux à provoquer ou à solliciter les premiers échanges, soit via des publications qu'ils créaient et qui permettaient de visibiliser les sujets qui étaient abordables avec eux, soit par l'envoi d'un message d'accroche un peu généraliste qui fait suite à un like ou à une réaction reçue ou à la présence d'une personne en commentaire ou dans un groupe. Quelque chose qui vient créer une première interaction, une première visibilité de cette personne. Sachant que je fais une petite parenthèse juste pour dire que l'identité des personnes qu'on avait ainsi envoyées sur les réseaux ne faisait aucun doute, hein. On avait bien fait en sorte de sécuriser les personnes dans ces rencontres. Et donc, ils avaient des profils identifiés qui expliquaient aussi la démarche, les objectifs et le cadre de leur présence en ligne. Et sachant qu'il y avait, grâce encore une fois à l'aide de notre chargé de communication, une charte graphique qui accompagnait ces ambassadeurs, ambassadrices, qui permettait aussi de certifier le mandat, entre guillemets, accordé par la Maison des adolescents à ces personnes. Voilà pour le cadre, la petite parenthèse sur l'identité numérique des ambassadeurs et des ambassadrices. Sachant que l'aller vers, nous, notre expérience à la Maison des ados, alors que ce soit pour les étudiants, étudiantes ou pour les professionnels, nécessite toujours d'accueillir une part d'incertitude et d'inconfort. D'autant plus, alors en tout cas ça c'est moi mon impression, pour des professionnels qui ont déjà des expériences et des pratiques ancrées.
On abandonne bien souvent la certitude et le confort d'un exercice qui est régulier, qui est bien cadré, pour l'incertitude et les aléas d'une tentative de provoquer des rencontres, avec un public identifié et à partir de ce que l'on sait ou de ce que l'on suppose de leur pratique. Sachant que l'un des incontournables pour moi de toutes les expériences d'aller vers, c'est les grandes chances de fiasco qu'elles comportent. En effet, le public n'est pas toujours à l'endroit où on l'attendait et pas forcément immédiatement rencontré et pas forcément tout à fait comme on l'avait envisagé. Ce qui fait que le temps a une importance prépondérante, selon moi, dans les dispositifs d'aller vers, parce qu'il permet de mûrir et d'ajuster ce qui a été préalablement pensé pour l'adapter aux besoins réels. Et il y a vraiment, je parlais de démarche réflexive, moi il me semble que dans l'aller vers, comme il y a cette composante d'expérimentation et d'essayer de s'adapter au mieux, il y a toujours la nécessité aussi de ce mouvement retour de est-ce que ça correspond réellement à ce qui se passe sur le terrain et comment on peut réadapter derrière si c'est pas le cas. Euh, et que cette démarche d'aller vers, elle suppose aussi une disponibilité et un accueil de la personne dans ce qu'elle est globalement, et une disponibilité à l'accueil des différentes demandes que cette personne pourrait avoir. Euh, Parce que une des idées principales, selon moi, de l'aller vers, c'est que l'intervention, elle ne doit pas seulement répondre à une demande exprimée, mais aussi aller à la rencontre de ceux qui n'osent pas demander de l'aide ou qui ne savent même pas qu'ils en ont besoin ou qu'elle existe. Elle permet d'intégrer dans les pratiques les situations de non-demande de certains publics, et je pense qu'on est un certain nombre ici à avoir l'expérience de public qui, d'une manière ou d'une autre, n'est pas dans la demande. Euh, et ça paraît particulièrement indiqué pour le public adolescent, puisqu'il est bien souvent en difficulté pour exprimer une demande explicite, là où il va plutôt généralement exprimer, alors par son comportement, une demande implicite, et alors pour le citer, avec cette secrète attente qu'on le devine, comme le dit jamais. Aller les chercher là où ils sont dans leur environnement et leur quotidien, s'y rendre disponible pour faciliter la rencontre, et donc l'émergence d'une demande, c'est ce qui a guidé pour la Maison des adolescents le choix des espaces numériques comme modalité d'aller vers, car c'est le lieu privilégié de la socialisation des adolescents. Sachant que la disponibilité des ambassadeurs et des ambassadrices et leur capacité à inviter à la réflexion et au partage des vécus quotidiens des adolescents a permis à un certain nombre d'entre eux et d'entre elles de se saisir et de légitimer une demande d'aide, donnant lieu à des orientations. Sachant qu'il y a également eu des premières prises de parole, alors notamment sur des questions de violences vécues, qui ont pu être rendues possibles par cette présence numérique pour des personnes qui, très certainement, auraient en tout cas mis un certain temps avant de pouvoir se rendre en structure et rencontrer des professionnels physiquement autour de ces questions. Sachant que dans les réseaux sociaux que nous avions choisis de manière concrète, on a beaucoup centré nos propositions autour de Instagram, avec à la fois l'idée que dans ses fonctionnalités, c'était un réseau social qui nous intéressait, puisqu'il pouvait permettre de gagner en visibilité, contrairement à d'autres réseaux sociaux, mais qu'il offrait aussi des espaces d'échange individuels et qu'il y avait ces deux composantes dans ce réseau social. De par leur nature, les espaces numériques, ils ont la capacité de lutter contre les inégalités d'accès, quelles qu'en soient les causes, liées au déplacement, et on verra la question notamment de la ruralité avec Madame Senoussi et de son impact sur l'accès au dispositif, mais également les difficultés qui pourraient être liées au handicap, à l'isolement, à la marginalité, à l'absence de connaissances sur un dispositif. On s'est situé là dans une logique de proximité, en étant sur des modalités de rencontre et d'échange qui étaient familières pour les adolescents et les adolescentes, avec l'idée qu'on faisait, nous, l'effort d'aller là vers des modalités qui ne nous étaient pas forcément, dès le départ, familières. Sachant que c'était l'idée de leur permettre une entrée en relation qui soit le moins coûteuse possible pour eux,
pour leur permettre ensuite d'investir une relation. Pour les adolescents, les espaces numériques, c'est particulièrement intéressant parce que ça répond, au moins imaginairement, à un besoin d'immédiateté, quand bien même la réponse qui leur est apportée est en fait différée, dans le temps. Ils peuvent, eux, de leur côté, venir mobiliser, déposer lorsque le besoin s'en fait sentir, sachant que le passage par l'écrit, pour beaucoup d'entre eux, est devenu une modalité habituelle de l'expression de leurs ressentis et de leurs échanges approfondis, quelles que soient les relations concernées. C'est parfois contre-instinctif si vous avez un certain âge comme moi, et où le passage à l'écrit n'a pas forcément été autant inscrit dans les relations, notamment dans les premières socialisations. Même s'il y a toujours eu cette habitude de s'envoyer des petits mots en classe, mais qui avait une présence peut-être moins importante que l'écrit à l'heure actuelle. Sachant que c'est un passage à l'écrit qui, par contre, peut être très difficile pour les professionnels qui ont habituellement des pratiques orales et qui sont confrontés, alors tout comme les étudiants, mais à l'idée de laisser trace des échanges qu'ils ont et à tous les enjeux autour du fait que tout à coup, il y a la possibilité temporelle et la tentation de vouloir maîtriser une formulation. Il y a toujours un temps d'appropriation avant de pouvoir justement se sentir à l'aise avec cette nouvelle modalité, parce qu'elle suppose de traverser justement ces questionnements sur la trace laissée, sur la manière de s'exprimer, le niveau de langage utilisé. Sachant qu'un autre avantage de ces espaces pour les adolescents, c'est que leur fonctionnement et leur manière de mettre en place la présence de l'autre, ça répond à certaines angoisses adolescentes. Et donc, ça va être des espaces qui vont être privilégiés, notamment dans des périodes où il y a des difficultés qui se présentent. Et c'est également des espaces dans lesquels les adolescents vont expérimenter et vont pouvoir mettre en jeu de l'affirmation de soi et donner à voir et à partager ce qu'ils souhaitent souvent éprouver au regard d'autrui, c'est-à-dire ce qu'ils souhaitent donner à voir d'eux pour susciter bien souvent des réactions. Sachant que l'aller vers numérique a la particularité par rapport à d'autres démarches d'aller vers de ne pas connaître de territoire. Alors, ce qui va à rebours de beaucoup de politiques en la matière, mais en fait, forcément, un aller vers numérique n'implique pas un territoire identifié géographiquement de manière précise, un quartier, une rue, une ville, et il n'y a pas de possibilité de sectoriser notre activité et notre présence, puisque un réseau social, par essence, a une présence qui est pas géolocalisée, enfin pas limitée géographiquement. C'est donc une entrée plutôt par le public que par le territoire que permettent ces espaces, ce qui renvoie à la nécessité de travailler la possibilité de réorientation au-delà de son territoire et la nécessité de construire ou de connaître les réseaux qui sont mobilisables. Nous, on a la chance d'appartenir à celui des MDA et d'avoir pu, du coup, à cet endroit-là, s'appuyer sur la possibilité de contacter des collègues dans d'autres maisons des adolescents pour adresser des situations, pour connaître l'état d'un territoire ou avoir des connaissances sur les structures vers lesquelles réorienter. Sachant que pour nous aussi, l'idée des réseaux sociaux et leur rapport, à travers les contenus qui étaient proposés, ça nous permettait aussi d'avoir une action en prévention, car ça permettait d'avoir des apports sur des sujets choisis, beaucoup de psychoéducation, d'accès aux droits, d'informations sur la santé, pour permettre ensuite aux adolescents d'aborder ces thématiques avec nous. Et l'idée qu'on avait à gagner à offrir des interlocuteurs, des interlocutrices aux adolescents sur ces sujets et à leur permettre d'avoir accès à une information qui soit vérifiée. L'aller vers, alors en maison des adolescents comme ailleurs, selon moi, il ne s'agit pas de construire une méthode ou un dispositif qui serait applicable à tous et à tout service, puisque il s'agit là également d'avoir une pratique qui a un sens dans une institution donnée et auprès d'un public donné. Et qu'il y a aussi énormément de travail institutionnel à mener par rapport à une démarche d'aller vers,
pour lui permettre de prendre corps et d'avoir une consistance. Euh, Déjà, la question du pourquoi, c'est-à-dire de pouvoir identifier les raisons de pratiquer une démarche d'aller vers, c'est quoi les objectifs auxquels ça répond, quelle est l'intention avec laquelle on lance cette idée, quels sont les changements qu'on veut produire à partir de ça. Sachant que l'aller vers va nécessiter au niveau institutionnel de soutenir à la fois la question de la temporalité, donc le fait qu'il y ait une durée imprévisible de la démarche avant qu'elle puisse rencontrer son public, avant qu'elle puisse répondre à un réel besoin sur le territoire, et avec cette nécessité d'ajustement dont je parlais plus tôt, et une incertitude quant au résultat. C'est-à-dire, l'aller vers, c'est une tentative et ça peut très bien mettre du temps ou ne pas rencontrer, en fait, au final, son public. Sachant que ça va demander pour les institutions beaucoup de préparation autour des conditions organisationnelles. Ça nécessite de garantir du temps et de la disponibilité euh, pour permettre à la fois la prise d'initiative, la réflexion sur la pratique, et puis pour appréhender la prise de risque qui est inhérente à cette démarche. Sachant que du coup, quand je dis tout ça, je me rends bien compte que on propose là une démarche qui, à bien des endroits, va à rebours de beaucoup de politiques à l'ère des résultats probants et de la rentabilité des actions, puisqu'on est là dans une démarche qui, avant tout, offre de tenter le pari de l'imprévisibilité au bénéfice des publics que cela permettrait de rencontrer et qui sont des publics qu'on essaye de rencontrer car souvent exclus des voies habituelles d'acheminement vers nos structures. Voilà un petit peu moi ce que j'avais prévu de partager au sujet de cette démarche à partir là de cette expérience des ambassadeurs. Merci beaucoup, Claire. Peut-être préciser, je me permets que effectivement, on a eu une démarche très proactive pendant quelques années post-crise sanitaire et qu'elle s'est un petit peu allégée, on va dire, faute de moyens depuis à peu près 2 ans, mais que on tient à continuer d'en parler. C'est une des raisons de ta présence avec nous ce matin, mais aussi à ce que tous ces enseignements continuent d'irriguer en fait les pratiques de l'ensemble des professionnels de l'équipe, y compris ceux qui sont en formation au sein des services de la Maison des Ados. Parce que le fait d'avoir eu toute cette pratique, cette réflexion, cette construction de dispositifs nous a vraiment fait bouger, entre guillemets, sur ce que peut être aujourd'hui une pratique professionnelle courante auprès de nos ados, mais probablement aussi que c'est valable pour beaucoup d'autres publics. Et c'est là où je posais tout à l'heure en introduction le et où, parce qu'on voit bien qu'on a eu tendance pendant quelques années à imaginer qu'il fallait un peu spécialiser des gens pour ce qui est des interactions numériques, spécialiser des gens, et ça fera le lien avec la présentation suivante de Rabia Senoussi en équipe mobile, équipe de visite à domicile, etc. Alors que finalement, peut-être que nous traverse une question professionnelle aujourd'hui qui est de pouvoir intégrer dans l'ensemble de nos pratiques ces outils et ces postures d'aller vers pour que on n'ait pas de rupture de prise en charge et pour qu'on soit tous et toutes soutenants de celles et ceux qui sont, ça rejoint ce que tu évoquais sur la posture institutionnelle, ça rentre dans les organisations, mais à la fois, on a celles et ceux qui se spécialisent dans des pratiques numériques ou dans de la mobilité, de la visite à domicile très élargie. Mais peut-être qu'on a à réfléchir aussi à la façon dont l'ensemble de nos pratiques peuvent être irriguées d'une présence aussi sur les réseaux et d'une possibilité de se mouvoir en complément des gens qui sont spécialisés dans ce domaine
pour aller à la rencontre physique et présentielle de personnes qui ne viendraient pas dans nos murs. Si je me permets de le dire, je suis assistante sociale de métier. Moi, j'ai appris mon métier avec ce principe de la permanence sur rendez-vous et sans rendez-vous et de la visite à domicile. Alors évidemment, de l'époque dont je vous parle, il n'était pas question de réseaux sociaux, mais par contre, de la visite à domicile, et c'est clairement dans beaucoup de métiers, même les médecins généralistes, quelque chose qui se faisait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et on a du point commun, je trouve, à retrouver dans tout ça. Est-ce que peut-être, avant de passer la parole à Rabia Senoussi, certaines personnes souhaitent questionner ou réagir par rapport à nos premiers propos? Ah, je vois une question dans le chat. Effectivement, on essaye, Claire, tu me compléteras si tu le souhaites, mais cette expérience que Claire Riffel vient de présenter avec des étudiants et jeunes professionnels, on essaye de faire en sorte aujourd'hui qu'elle irrigue l'ensemble des pratiques professionnelles. Et en recrutement, par exemple, à la Maison des ados, c'est pas rare qu'on pose la question à des gens qui postulent chez nous de savoir s'ils seraient d'accord Mmh. de prendre une identité numérique professionnelle, hein, mais individuelle, c'est différencié de la page Facebook ou Insta de la maison des ados, pour pouvoir interagir avec leur public sur les réseaux sociaux, je confirme. Oui, tout à fait et donc pour ajouter à ça, c'est pas du tout une pratique qui serait réservée à des étudiants, des étudiantes ou à des jeunes professionnels. Bien au contraire, on a coordonné pendant quelques années, le réseau des promeneurs du net ici à la Maison des adolescents et notre doyen avait au moment de son intégration plus de 60 ans, et avait bien compris qu'il y avait là un outil relationnel intéressant, au-delà de la question de ses propres pratiques ou de son intérêt pour ces espaces-là. Et donc c'était inscrit pour faire partie de ça. On a la chance d'avoir Rabia Senoussi avec nous, qui fait partie aussi des professionnels qui emploient ces réseaux comme des outils dans sa pratique. Je la laisserai peut-être prendre la parole en bout de présentation à ce sujet. Mais c'est des pratiques qui demandent avant tout d'accepter justement et d'avoir la curiosité de vouloir les utiliser comme des outils professionnels. Et donc il n'y a pas de champ réservé ou d'âge limite pour utiliser ces outils. Et pas de métier non plus. Et je précise également, parce que j'ai nommé beaucoup de choses par rapport à ces espaces sur en quoi ils répondent et à des besoins et à des particularités adolescentes. C'est des besoins qui disparaissent pas à l'âge adulte et c'est des espaces qui peuvent aussi être très attractifs pour des adultes, hein. On a tendance généralement à créer une séparation, mais il y a plutôt une continuité par rapport à ça. Il y a peut-être une appétence particulière et une résonance particulière pour les adolescents, mais ça ne veut pas dire que ça s'arrêterait à l'âge adulte. Vous l'avez peut-être déjà constaté aussi autour de vous. Bah, comme pour toute action, on a cherché à mesurer l'impact de notre réseau et de cette présence. Alors, à la fois en nombre de contacts, donc en nombre de jeunes qui ont contacté les ambassadeurs, les ambassadrices, en nombre de vues des contenus, puisque comme on le disait, donc des contenus ont été produits sur différentes thématiques qui visaient à rendre disponibles des informations pour le public. Donc, ça nous permettait aussi de voir quelle était l'audience des ambassadeurs et des ambassadrices. Donc ça a été les deux grandes mesures, sachant qu'au-delà de ça, il y avait pour les jeunes qui étaient en contact, on a essayé de penser, et là de manière plus qualitative, les fonctions qu'avaient ces contacts avec les ambassadeurs et les ambassadrices. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un grand ensemble des personnes qui contactaient euh, les ambassadeurs, ambassadrices, pour lesquels il y avait une grosse fonction de réassurance, une fonction aussi de présence et d'avoir en fait une personne à qui adresser une parole sur leur ressenti quotidien. Et qu'en fait, cette présence-là, elle était tout à la fois rassurante et soutenante pour permettre l'ouverture vers d'autres espaces, d'autres ressources, ou la résolution de moments de crise où voilà, il y avait un problème relationnel, où il y avait quelque chose qui faisait que les ressources de cet adolescent et cette adolescente étaient débordées. Et ils avaient là, en fait, la possibilité d'avoir recours à des personnes ressources. Et ça avait vraiment une fonction
de réassurance, de savoir que ces personnes étaient disponibles à cet endroit-là. Je me permets de compléter sur cette histoire de mesure d'impact. On n'a pas pu l'évaluer. Ça nécessite des moyens un peu particuliers de façon scientifique. C'est-à-dire qu'on pourrait aujourd'hui imaginer de lancer, enfin moi je pense que ça le mériterait, hein, d'imaginer de lancer des chercheurs en fait sur ces pratiques pour mesurer réellement l'impact produit pour le public, parce que ben, on pourrait aller requérir la parole des publics qui en bénéficient. Mais plus largement, moi je pense que ça serait intéressant qu'il y ait un travail autour de la mesure d'impact sociétal de ce type de pratique. Parce que quand on dit qu'on se donne les moyens d'aller à la rencontre, tu l'as formulé tout à l'heure, Claire, de publics qui n'expriment pas de demande ou qui ne savent même pas qu'une aide peut exister. On connaît des Mmh. travaux aujourd'hui sur les non-recours et on sait les difficultés que ça représente pour beaucoup de publics de ne pas avoir pu accéder à un certain nombre de dispositifs d'aide. Et là, on a quelque chose qui pourrait mériter un vrai travail de ce type-là, mais que nous-mêmes, on n'est pas en mesure. Nous, on est des opérationnels, on n'est pas des chercheurs. Mmh. Sur les contenus, oui, il me semble, Claire, qu'il y a Alors, encore. on a encore trace de certains contenus, mais en fait, les comptes ont été clôturés une fois que les personnes qui étaient derrière ces comptes étaient plus disponibles. Donc nous, on a des captures écran, on a encore quelques traces des contenus créés, mais ils sont plus accessibles sur les réseaux en eux-mêmes. Dans notre rapport d'activité, il y en a certains qui ont été représentés. Ah bah voilà. Kevin, plus rapide, a déjà mis le lien vers notre rapport d'activité 2022 pour illustrer le type de contenu dont on parle. Sachant que ce qui était intéressant là-dessus, c'était aussi qu'il y avait là une possibilité de créativité, c'est-à-dire que les étudiants et étudiantes étaient amenés à réfléchir les thématiques sur lesquelles ils avaient envie de créer des contenus, de créer de la discussion, de lancer un petit peu les adolescents et les adolescentes. Et ça a donné lieu aussi à des échanges très intéressants sur ce que pouvaient être les demandes des adolescents et des adolescentes selon eux sur les réseaux. Et sachant que, alors c'est pas une mesure d'impact sociétal, mais c'est pareil, mesurer le bénéfice aussi pour les quelques personnes, alors je l'ai déjà mentionné, mais qui n'auraient pas eu accès par ailleurs à des professionnels et qui ont pu à cet endroit-là venir interpeller des personnes et venir poser une première parole, notamment sur des violences subies. Voilà, c'est pas quantitatif, mais il y a là quelque chose qui a été précieux dans un certain nombre de parcours individuels. Et je me souviens notamment, Rabia, de situations qui étaient des situations de ruralité et en fait de personnes qui, en dehors de ce dispositif, n'avaient pas forcément d'occasion de pouvoir rencontrer des personnes avec qui échanger de ce qu'ils vivaient à domicile. Et du coup, ça nous amène peut-être à la question de, et en ruralité, comment est-ce qu'on invente de l'allée vert? J'allais dire que vous parlez un petit peu des antennes Maison des ados qu'on déploie maintenant depuis 2 ans, même si c'est en réflexion peut-être depuis un petit peu plus longtemps, mais concrètement, on est sur les territoires depuis 2023. Donc le projet des antennes a été pensé en partenariat et j'aime beaucoup le dire et en insistant dessus, avec des acteurs comme l'association HALT et les points d'accueil Écoute Jeunes. C'est un projet en fait qui avait pour but de compléter l'offre existante des PAEJ et de la Maison des ados de Strasbourg. L'idée était de répondre au mieux aux besoins des jeunes en milieu rural, semi-rural, qui peinent souvent à accéder aux services traditionnels. Ces antennes sont donc pensées comme des dispositifs mobiles et flexibles
qui s'intègre complètement dans un maillage territorial, permettant de couvrir tous les territoires de santé du département. Ce projet est financé, par, l'Agence régionale de santé, la CEA, la région, le conseil régional, ce qui nous permet, d'espérer de pérenniser, le dispositif. Les collectivités locales également, ont joué un rôle central dans l'implantation, des antennes. La collaboration avec les communautés de communes et les structures locales, a été, cruciale pour assurer, que les antennes puissent s'inscrire et s'ancrer de manière durable dans le paysage local. Heu, ces partenariats ces partenariats permettent également de répondre aux spécificités de chaque territoire, notamment en termes de mobilité, de logistique ou de financement. Les communautés de communes, nous ont permis de faciliter l'accès, heu, aux bâtiments publics, à des espaces d'accueil, à des infrastructures, dont on avait besoin pour le bon fonctionnement, des antennes. L'idée était d'offrir des espaces d'accueil, en fait, de pouvoir proposer la même offre de service qu'à Strasbourg, en ce qui concerne la maison des ados. C'est donc offrir des espaces d'accueil, d'écoute et de soutien aux adolescents qui sont en difficulté, mais surtout de prévenir les situations de mal-être et de souffrance psychique, avant que les situations ne se dégradent et de faciliter l'accès aux soins en lien avec, le parcours de soins global, des jeunes. Pour ce faire, les antennes s'appuie entièrement sur l'équipe pluridisciplinaire de, la Maison des ados de Strasbourg, regroupant des professionnels de la santé, les psychologues, le pédopsychiatre, infirmiers, médecins scolaires et cetera et les professionnels du social avec les éducateurs, spécialisés et les assistantes sociales, présentes à la Maison des ados. Tout cela afin d'offrir un accompagnement global, cohérent. Pour reprendre la thématique, de l'aller vers, je l'entends comme une démarche clé dans le travail, social, particulièrement quand on travaille avec des adolescents. Il s'agit d'une approche proactive, qui force ou qui amène, le professionnel à aller vers le jeune, comme le disait Claire, Riffel tout à l'heure, là où il se trouve, pour, offrir un espace d'écoute et de soutien. C'est une démarche qui est essentielle, quand on travaille auprès des adolescents, surtout, auprès de ceux qui sont en situation de vulnérabilité et qui ne cherchent pas, toujours de manière active, de l'aide. Donc cet aller vers nous permet, de dépasser les obstacles d'isolement et d'incompréhension en apportant les ressources, nécessaires. Ça nécessite forcément pour les professionnels une grande capacité d'adaptation, une écoute attentive et une remise en question continue, des pratiques. Et là, je pense, aux pratiques numériques et à la place des professionnels sur les réseaux sociaux. Hem, L'importance de cette démarche, proactive d'aller vers, réside essentiellement dans la prévention. Hem, je le disais tout à l'heure, elle ça nous permet à nous, professionnels, de repérer, de manière anticipée les signes de souffrance et d'intervenir avant que les situations se dégradent, avant, que peut-être, le comportement, devienne plus visible, que ce soit, dans l'espace scolaire ou à la maison, avant, que les parents, ne s'inquiètent assez pour, prendre le téléphone et essayer d'avoir un rendez-vous, auprès d'un professionnel de la santé, mentale et on sait aujourd'hui, à quel point les délais peuvent être longs. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir prévenir ces situations-là, de pouvoir, proposer, un sas un peu de, qui permet parfois de désamorcer certaines situations avant qu'il n'y ait, d'aspects plus graves. Heu, pour parler plus concrètement, les antennes, ont été, pensées pour,
avoir différentes formes concrètes d'accueil. Donc l'idée, c'est d'avoir réfléchi à une forme de présence en identifiant des villes qui pourraient soutenir notre ancrage dans ces territoires-là. Donc pour 2023, il s'agissait, enfin on avait déjà commencé en septembre 2022 en s'installant à Saverne. Donc c'est la première antenne qui a ouverte, l'antenne de Saverne avec des permanences dans des villages alentours comme Ingviller et Sarre-Union. Vous retrouverez sur le site internet et peut-être que Kevin pourra vous mettre le lien vers les différentes permanences et antennes et leurs horaires. On a tenté de diversifier en fait les lieux de permanence pour aller au plus proche, au plus près des jeunes dans leur lieu de vie. Les permanences peuvent avoir lieu soit dans des maisons de service, soit dans des centres médico-sociaux. On avait pensé à un moment pouvoir avoir une permanence dans un centre socioculturel. Histoire d'être vraiment au plus proche des ados, leur permettre en fait, quand on sait que souvent les points d'accueil et coups de jeunes sont au sein même des établissements scolaires, l'idée n'était pas forcément d'aller dans des lieux où il y avait déjà une offre telle que CPAEJ, mais bien d'être en complémentarité et de pouvoir proposer aux jeunes, en fait, qui ne voudraient pas être stigmatisés en allant rencontrer infirmière scolaire, psychologue scolaire ou la psychologue de la PAEJ se trouvant dans l'établissement, de pouvoir aller dans un lieu plus neutre qui ne stigmatiserait pas les ados. On a tenté de réduire les barrières géographiques et sociales, pour que les jeunes puissent avoir un accès direct, à un professionnel de l'écoute et du soutien, sans avoir forcément à se déplacer, jusqu'à la structure centrale. Donc si on identifie Strasbourg comme étant, la maison des ados socle, du département, il était quand même important de pouvoir, proposer aux jeunes, la même offre de services mais sur d'autres territoires. J'ai parlé de Saverne, on a ouvert aussi en 2023 l'antenne non, je dis des bêtises, 2024, on a ouvert l'antenne de Célestat avec une permanence à Sainte-Marie-aux-Mines, considérée dans le 68, mais c'est vrai qu'en termes de population, les personnes, quand elles ont besoin de consulter un médecin ou d'aller à l'hôpital, en général, c'est vers Célestat qu'ils se tournent. Historiquement, Sainte-Marie-aux-Mines avait accueilli la permanence de la maison des ados de Mulhouse du 68. On la reprend aujourd'hui parce qu'il y a une forte demande effectivement sur ces territoires-là et qu'il n'existe pas peu de dispositifs pour les ados. Je vais avancer. Nous avons également mis en place des consultations mobiles à bord d'un van aménagé. C'est un excellent moyen de toucher les territoires les plus éloignés, de pouvoir toucher les jeunes quand ils ne peuvent pas se déplacer, quand ils ne peuvent pas, quand leur village n'est pas desservi par les transports en commun. Il y a encore des villages effectivement où il y aura un service de transport pour aller à l'école, transport scolaire. Donc avec un bus le matin, un bus le soir, mais rien pour aller sur Saverne ou même sur Ingviller ou Sarre-Union pour rencontrer un professionnel. Donc l'idée avec le van, c'est vraiment de pouvoir rendre accessible l'offre maison des ados en se déplaçant dans les villages ou les plus petites communes, là où l'accès aux soins et l'accompagnement est plus limité.
Le van est selon moi un excellent exemple de l'aller vers, parce qu'il permettra de créer des points de rencontre à des endroits où les jeunes ne viennent pas spontanément. Ça les rassurera peut-être de se retrouver dans un cadre peut-être plus informel et plus flexible que ce qu'ils ont l'habitude ou pas l'habitude de voir dans un service hospitalier ou un service social classique. Hem, En amenant l'offre maison des adolescents directement vers eux, dans les communes éloignées ou même dans les quartiers isolés, la consultation mobile offre une opportunité de rencontre pour les jeunes qui se sentiraient, autrement oubliés par, les dispositifs, existants. Au niveau de notre accueil, comme pour, toutes les maisons des ados, j'ai envie de dire, c'est un accueil qui est inconditionnel. Ça va être enfin, c'est une valeur clé, de notre action. On va accueillir chaque jeune sans jugement, sans préjugés, quelle que soit sa situation ou son parcours. On les accueille avec leurs questionnements, leurs inquiétudes, et leurs problèmes. On leur offre un espace, de parole où ils peuvent s'exprimer, librement et de manière sécure. Delphine Rideau le disait en introduction, cet accueil, peut, également être, anonyme. Hem, Même si, les jeunes, les adolescents qui viennent à la maison des ados, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, peuvent, se présenter sous un pseudonyme ou sans donner de nom du tout. Hem, c'est souvent facilitant dans l'entrée en lien, ne serait-ce que de permettre, de lever peut-être, une crainte, de stigmatisation ou de non-confidentialité voilà des craintes que les ados vont avoir avant de demander de l'aide. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les sécuriser en leur proposant, de venir de manière anonyme. Pour le déploiement des antennes, comme je l'ai dit, tout à l'heure, il était question, de répondre, à des besoins spécifiques en fonction des territoires. Souvent les jeunes vont être confrontés à des difficultés, d'accès aux services sociaux et médicaux, que ce soit en raison comme je le disais, de la distance, du manque de moyens de transport en commun ou encore, d'absence de structures adaptées. Hem En réponse à toutes ces problématiques, les antennes ont pour mission d'étendre la présence de la maison des ados à l'échelle du département, tout en tissant un maillage, territorial qui permet à chaque jeune, enfin, j'allais dire selon, mais non, peu importe son lieu de résidence, d'avoir accès à un accompagnement adapté. C'est pas parce qu'on habite, je dis n'importe quoi, mais, c'est pas parce qu'on habite Sarre-Union qu'on va forcément, à l'antenne, de Sarre-Union. On peut imaginer que, l'adresse, du domicile est à Sarre-Union, mais que le jeune est scolarisé à Strasbourg ou à Saverne, de pouvoir lui proposer, enfin, d'avoir la possibilité de se rendre sur l'une des antennes. L'implantation de ces antennes, a également été pensée pour réduire ce que j'expliquais, tout à l'heure, les inégalités d'accès, en fait, aux droits et aux soins. Ce sont des territoires qui souvent sont caractérisés par un faible, nombre de services sociaux, éducatifs, et de santé, et qui sont parfois perçus comme des lieux, d'isolement. L'antenne, devient ainsi un point d'ancrage, un lieu où les jeunes peuvent trouver, des solutions quand c'est possible à leurs difficultés, qu'il s'agisse de souffrances, psychologiques, de conflits familiaux, pardon, de difficultés scolaires ou d'orientation professionnelle. Je vous dis quand même un mot, de l'aller vers, même si, je vais essayer de pas reprendre ce que Claire, vous a déjà présenté.
Mais effectivement, pour travailler, sur les antennes, maison des ados, on essaye et c'est en perspective pour 2025, d'avoir des professionnels, qui sont à l'aise, avec les pratiques numériques, qui sont à l'aise avec les pratiques numériques des jeunes, qui les comprennent, et qui soient prêts à être eux-mêmes présents professionnellement sur les réseaux sociaux. Ça permettra quand même de pouvoir, comment dire? Hem, entrer en lien, garder le lien, maintenir le lien avec, les jeunes qui ne peuvent pas se rendre sur les antennes malgré le déploiement actuel, de pouvoir quand même avoir un lien avec un professionnel, de la maison des ados, de pouvoir échanger avec lui en attendant, un rendez-vous, que ce soit, dans le van, que ce soit en présentiel directement, sur une des antennes, une des permanences, ou que ce soit, aussi en visio. Hem, je disais en introduction que les antennes s'appuient sur, l'équipe pluridisciplinaire de la maison des adolescents. Concrètement, sur les antennes, sur celle de Saverne, on a l'intervenante en place c'est elle est psychologue. Sur, Célestat et Sainte-Marie-aux-Mines, ce sont, une psychologue et une psychopédagogue. On a ouvert, en octobre 2024, il y a 2 mois, une antenne sur, Schirmeck, dont les intervenantes sont infirmières et psychologues. Mais l'idée, c'est de pouvoir quand même s'appuyer sur, l'équipe, pluriprofessionnelle de la maison des ados, de pouvoir, orienter en interne comme, on peut le faire, à la maison des ados sur des questions bien précises, en fonction, des métiers qui sont représentés dans l'équipe, et de pouvoir, quand c'est nécessaire, en fait, avoir le regard et l'analyse, l'évaluation du médecin pédopsychiatre. Hem, tout ça pour vous dire qu'on du coup, pouvoir solliciter les collègues de la maison des ados sans forcément leur demander de se déplacer. Donc, il est possible d'avoir des rendez-vous avec, quand ce sont des rendez-vous comme ça ponctuels, avec, le médecin pédopsychiatre ou avec, je sais pas, le la sage-femme par exemple ou la collègue qui est mise à disposition de Thémis, sur les questions de droit, de pouvoir, les solliciter directement, et là, on peut, imaginer que ce soit de la visio, quand le jeune ne peut pas se déplacer, jusqu'à la maison des ados de Strasbourg. J'essaie d'avancer. Donc oui, le travail en réseau, alors ouais, je vais remettre, le travail en réseau est essentiel. Je vous ai expliqué que les professionnels, sont parfois un petit peu éloignés de l'équipe, maison des ados socle, éloignés en tout cas géographiquement. Donc, le travail, en réseau est essentiel pour assurer la prise en charge, globale, cohérente et efficace, des adolescents. Donc on s'appuie essentiellement sur les partenaires, locaux, sur, les dispositifs médicaux qui existent sur ces territoires-là. Et je crois que j'ai fait le tour. Peut-être vous laisser la place à des questions si vous en avez. J'ai peut-être oublié des choses, je suis peut-être passée trop rapide, sur certains points, n'hésitez pas. Alors, il y a une question: «Pensez-vous pouvoir développer ces antennes dans le nord du département?» C'est un projet effectivement, pour 2025. On espère pouvoir mettre en place, bah, une première antenne, à Haguenau et à voir pour les permanences, essayer vraiment de couvrir, le nord du département, du mieux qu'on pourra en fonction des ressources que nous aurons. Notamment Wissembourg, très probablement. Tout à fait. J'en profite peut-être, pour un petit, complément,
Relatif, ça fait le lien à ce que Ophélie, tu dis, aurait pu, peut-être, nous faire partager, même si je le ferais forcément, de façon très, très incomplète par rapport à elle. Mais c'est vrai que sur James, la dynamique, d'aller vers, la pratique d'aller vers, c'est fondé, heu, un peu encore autrement, par rapport à tout ce que, on a discuté pour l'instant sur ce début de matinée. Puisque, au-delà des, ou à côté ou en maillage, avec les possibilités de rencontrer des jeunes, dans nos lieux habituels, mais aussi en mobilité ou sur les réseaux sociaux, donc avec une pratique plus numérique. Ce que l'équipe, qui a créé, l'équipe, James a expérimenté, c'était, la possibilité d'aller rencontrer les jeunes dans leur lieu, possiblement, de domicile, mais plus largement les lieux où elles occupent, et qui, peuvent à la fois faire fonction de domicile, mais qui sont aussi, les lieux dans lesquels, bah, tout à fait pratiquement, ils sont bien au quotidien. En tout cas, c'est là qu'ils, ou elles sont, et donc par exemple, des lieux de squat, en tout cas dits comme tels, par, les représentants institutionnels parfois. Ça peut être aussi, dans des bars, ça peut être aussi, dans des parcs. C'est encore une fois, en plus de, tout ce qu'on a évoqué là avant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, dans un van, dans Ou à une domicile. contrée un peu, éloignée. C'est encore une fois une autre manière de se rendre disponible, pour des jeunes, bah, là où ils sont, tout simplement en fait, hein, et de s'autoriser professionnellement à imaginer qu'on puisse, déployer nos pratiques et nos outils, dans des lieux qui, d'une part, ne sont pas les nôtres, donc vraiment, avec cette importance, de, faire preuve d'un peu plus d'humilité peut-être que, ce qu'on a l'habitude de faire quand on accueille nos publics, dans des lieux qui sont plutôt les nôtres, avec tout ce que ça implique, de pratiques, d'encadrement, là où on s'assoit, la façon dont on organise le temps de rencontre, d'entretien, et cetera. Et pour autant, d'avoir la possibilité, dans des lieux comme ça, qui sont pas du tout ceux dont on a l'habitude, de faire le même travail. Alors ça demande, tout ce qu'a déployé, Claire et que Rabia a évoqué aussi, en complément. Ça demande, à la fois que ce soit soutenu, dans les organisations professionnelles et que ce soit permis et que ce soit outillé et que ce soit réfléchi collectivement. Hem, mais ça demande aussi aux professionnels, d'avoir, vraiment cette envie et cette inventivité pour, déployer d'autres modalités, de travail avec nos publics. Et encore une fois, notamment celles et ceux, qui, ne connaissent pas, ne cherchent pas, n'accéderaient pas à nos services, dans leurs modalités les plus classiques. Kevin Schaeffer vous a inscrit dans le chat, les liens qui vous permettent d'accéder au replay de nos autres événements et puis au questionnaire d'évaluation, de ce webinaire, dans lequel vous pourrez faire mention, si vous voulez bien, nous aider à monter, nos prochains événements, vous pourrez faire mention de vos attentes en matière de thématiques, pour qu'on en tienne compte dans notre future programmation. Est-ce qu'il y a d'autres, questions, observations, partages d'initiatives, que les uns ou les autres, vous vouliez nous faire, partager et à l'ensemble, des gens qui participent à ce webinaire?
Cette pratique du van, je sais qu'elle est très innovante et qu'elle est aussi partagée par d'autres MDA. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement comment ça a été pensé, cette manière d'aller vers? Très bonne question, merci. Merci Claire. L'idée, en allant enfin, on s'est rendu compte, assez rapidement de toute façon en s'installant, à Ingwiller et à Sarre-Union, pardon, j'ai été perturbée par la question qui était dans le chat, mais je vais me concentrer sur la question du van, Claire. Heu, on connaît là, c'est les camping-cars, associatifs qu'on retrouve, chez enfin dans plein de structures qui leur permettent d'aller, d'organiser des maraudes, d'organiser, des consultations parfois, d'avoir, comme ça, ce bureau portable, ou ce cabinet portable, vers les publics, qui parfois ne sont pas en demande, mais qui nécessitent, d'être soignés ou autres. L'idée, c'est de proposer la même chose, pour les ados qui ne peuvent pas, et qui ne pourraient pas se rendre sur l'une des permanences. Après, c'est vrai qu'on a réfléchi sur le type de véhicule, et on a opté pour le van plutôt que pour le camping-car, pour plusieurs raisons. Hem Bah, le van est assez discret, on en voit de plus en plus des vannes, on en croise pas mal, dans le paysage, plutôt que le gros camping-car plus visible, plus imposant. Disons que si on doit se rendre à proximité d'un établissement scolaire, pour accueillir un jeune qui aurait besoin de parler, sans forcément, qu'on fasse de lien avec l'établissement. Le van permet cette discrétion. Alors, on a quand même tenu à ce qu'il soit floqué, à ce qu'il soit habillé, aux couleurs de la maison des ados avec les logos, qui vont bien, sans en avoir non plus sur tout le véhicule. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer un espace tiers, qui ne serait pas qui ne serait pas l'établissement scolaire, dans lequel, le jeune est scolarisé. Parfois, qui ne soit pas, un centre de médico-social parce que, ma mère y va, parce que, les voisines y vont, parce que voilà, j'ai pas envie, qu'on me voie, ou qu'on sache que j'ai besoin de parler à un professionnel, hem, du médico-social. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir, un outil, un véhicule qui permette, d'accueillir, un entretien, mais qui reste discret. On a vraiment, je pense, tablé un petit peu sur la discrétion, en choisissant, le van, MDA. Je sais pas si je réponds à ta question? J'en profite avec une autre, mais alors concrètement, il se gare où ce van? Il va où? Hem, pour le moment, on n'en a qu'un. Pour le moment, c'est, la collègue qui intervient sur Saverne qui, qui l'utilise pour aller justement à Ingwiller et Sarre-Union qui sont peut-être moins accessibles, en train. Mais l'idée, c'est qu'il puisse quand même être utilisé, sur tout le territoire, barinois, en fait. Donc les collègues, quand elles en ont besoin, dans le sud du département, il leur suffit d'en faire la demande et puis après c'est des questions d'organisation, voilà de En effet, il y a une question, comment se passe la réorientation vers d'autres structures quand nécessaire? Quel point de vigilance, s'il vous plaît? Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut répondre ou si, c'est moi qui le fais. je pense qu'on peut chacune notre tour, nous compléter si on oublie quelque chose, mais
En général, les jeunes sont reçus à la maison des ados. Comme on l'a déjà dit, les ados peuvent venir parler de n'importe quel problème qu'ils rencontrent, n'importe quelle question qui les traverse à l'adolescence. Et ensuite, c'est les intervenants qui rencontrent le jeune. Dans la mesure du possible, on essaye quand même d'avoir des binômes. Là, sur Saverne, on n'a encore qu'une seule psychologue, mais on espère renforcer la présence par un binôme. Mais les professionnels, du coup, qui rencontrent le jeune vont évaluer la situation et en fonction de leur analyse, vont pouvoir, si la situation nécessite d'être réorientée à l'extérieur, vont pouvoir soit orienter directement la personne parce qu'elle est en capacité de le faire, parce que voilà, son état le permet, soit c'est le professionnel qui va prendre attache avec les partenaires. Ça, c'est habituel, on le fait déjà à la maison des ados sur les antennes, ça continue sur le même mode. Comme je l'ai expliqué, on s'appuie vraiment sur les partenaires locaux, qui sont déjà ancrés, qui sont déjà, hem, ouais, qui sont déjà en place Et depuis notamment plusieurs années. et notamment les CMP puisque vous avez prolongé cette question, heu, autour des CMP et de leur, surcharge, hein, qui est tout à fait réelle. Pour autant, comme, en maison des ados, on a, la chance, en tout cas pour ce qui nous concerne à Strasbourg, d'avoir encore, une, participation médicale pédopsychiatrique au sein de l'équipe. Quand, les collègues, des différents services, que ce soit la MDA de Strasbourg, les antennes ou, j'ai parlé tout à l'heure très rapidement, de Brick Gems qui est donc, un dispositif d'accueil un peu plus intensif pour, des jeunes qui ont des problématiques, de refus scolaire anxieux s'agissant de collégiens, lycéens, mais plus largement, pour, les plus âgés, des jeunes qui sont pas du tout inscrits dans, des dispositifs, de formation, d'emploi et qui, bah, pour certains, certaines ont des problématiques, on va dire de santé globale qui les empêchent de viser, ces raccrochages. Quand on a besoin du recours, spécifique, spécialisé, d'un CMP ou de psychiatres ou psychologues, libéraux, souvent c'est, avec le médecin psychiatre de la maison des ados que les choses, déjà se discutent. Parfois, ils voient, certains de ces jeunes et quand, l'indication, est posée, notamment par lui, de la nécessité de recourir au CMP, bah, il sait l'argumenter auprès de ses collègues, pédopsychiatres, du secteur hospitalier et même d'ailleurs en cas d'urgence. Ce qui fait que la maison des ados, dans l'ensemble de ses activités, joue un rôle de pré-accueil parfois, des CMP et a vocation, à les alléger un peu, tout en leur orientant des situations qui nous semblent, quand même clairement relever de leurs compétences et pas de la nôtre. Pour autant, le temps que ça puisse se faire, en général, on essaye de maintenir un accompagnement de manière à ce qu'on laisse pas, les ados, sans relais, quoi. Alors, il y a une autre question par rapport aux quartiers, difficiles ou les quartiers prioritaires, de la politique de la ville, hein, de Strasbourg et même des fois, d'autres communes. En l'état actuel des choses, on n'a pas, de moyens pour, mener une action du même type, d'aller vers, mais Rabia les a cités quand même rapidement, tout à l'heure. Pour nous, c'est une vraie préoccupation parce que, on sait, que, la proximité géographique ne suffit pas du tout pour que, les jeunes, des quartiers, politiques de la ville puissent se saisir de nos offres de services. Pour autant, depuis longtemps, on travaille quand même de façon assez étroite, avec,
tous les éducateurs de prévention spécialisés, tous les services et les professionnels de la prévention spécialisée qui nous connaissent quand même plutôt bien. Pendant longtemps, un certain nombre d'entre eux faisaient partie même de l'équipe et jouaient ce rôle de lien un peu comme ce que je viens de décrire pour le secteur du soin psychiatrique, jouait ce rôle d'interface avec l'ensemble des dispositifs pour les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais on est en réflexion avec les institutions qui pourraient financer une offre spécifique. Et l'idée, ce serait qu'on monte quelque chose qui serait assez approchant du réseau des antennes, des permanences et de la mobilité dans les quartiers ruraux, qu'on teinte à chaque fois de présence numérique. Et l'idée, ce serait possiblement la même chose pour les quartiers politique de la ville, mais ça, c'est pour l'année prochaine. C'est pour le futur, parce que pour l'instant, on n'a pas les moyens de se déployer de cette façon dans les quartiers. Alors c'est Marc, qui est éducateur en prévention spécialisée, domaine dans lequel nous observons qu'une fréquentation soutenue est souvent nécessaire et peut-être longue avant qu'une demande émerge. Faites-vous aussi ce constat? Comment s'organise pour vous cette fréquentation qui, en prévention, se traduit souvent par la présence régulière en différents lieux stratégiques? Bah, totalement, hein, c'est ce que j'essayais de dire avant, c'est qu'on observe bien que malgré une vraie proximité géographique, de certains quartiers, c'est pas forcément, des jeunes qui viennent nous solliciter, en tant que maison des ados s'ils n'y sont pas accompagnés par des professionnels. Ça peut être, la prévention spécialisée, c'est parfois aussi les animateurs de centres socioculturels qui nous sollicitent, qui accompagnent, qui proposent à certains jeunes de venir à notre rencontre, mais vraiment, on a l'espoir, et c'est un véritable projet de lutte contre les inégalités sociales, hein, de pouvoir nous déployer dans les quartiers de manière à proposer la même offre que celle qu'on propose en ville à Strasbourg aux jeunes des quartiers. S'agissant du travail avec les familles en maison des ados, on a toujours accueilli les jeunes et ou leurs parents ou parenté élargie, ce qui est pour nous très important. Par contre, avec peut-être un peu moins de souplesse que tout ce qu'on a évoqué depuis le début de ce webinaire, qu'on essaye de vraiment travailler pour les jeunes et pour les ados. C'est vrai qu'on a moins ciblé dans nos travaux sur les espaces numériques ou dans nos déploiements en mobilité, le public famille. On communique plutôt vers les ados, mais on accueille, quand la demande est formulée par des familles, on les accueille tout autant que les jeunes. Et famille élargie, parce que ça peut être parfois un grand-parent, un Tout à beau-parent, fait. les La parents d'un tante, on a déjà eu, copain, copine, ouais, voilà, en fait, c'est la personne ou les personnes qui se préoccupent d'un jeune. Par rapport à, il y avait sur la question des réorientations, il y avait la question de points de vigilance identifiés par rapport à une réorientation. Le travail de réorientation, alors justement, Rabia, tu le disais bien, ça fait partie, nous, de nos pratiques courantes à la maison des ados, puisque c'est vraiment ce qui fait notre essence de pouvoir être un espace qui réoriente ensuite vers des prises en charge spécialisées. Euh, et le plus souvent, moi j'ai l'impression qu'il y a un point de vigilance particulier à pouvoir faire émerger et soutenir une demande et faire identifier ce vers quoi on réoriente les personnes, avec souvent le constat que mieux on connaît une structure, mieux on en connaît les professionnels, plus facilement aussi on arrive à présenter et à orienter vers, parce que on est plus au clair sur ce que les personnes vont trouver là où on les oriente. Euh, et du coup, dans les points de vigilance, il y aurait pour moi l'idée de orienter, c'est pas que donner une adresse, c'est soutenir la demande en lien avec la proposition d'un lieu. Et ça peut être, comme Madame Sounousi le disait, le fait de soutenir aussi une démarche concrète de prise de rendez-vous en fonction des difficultés des personnes concernées. Je pense à un ensemble de personnes que la prise de rendez-vous par téléphone exclut,
et pour qui, en fait, la simple proposition que l'appel soit passé conjointement ou soit passé par un professionnel vient permettre un accès à un ensemble de services. Donc, il y aurait aussi cette vigilance-là de quelle capacité à faire la démarche d'orientation, de réorientation, et à l'inverse, à pas non plus s'imposer à cet endroit-là, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui sont en ressources et en capacité de prendre eux-mêmes et elles-mêmes ces rendez-vous, de les laisser aussi le plus actifs et actives possible dans cette démarche. Et donc, c'est vraiment cette évaluation de comment on soutient cette réorientation, à quels endroits est-ce qu'il y a besoin de nous ou pas, pour favoriser l'autonomie des personnes. Et sachant que par rapport aux réorientations, bah, on travaille avec les mêmes réalités de terrain actuelles que tout le monde, c'est-à-dire avec la difficulté qu'on peut rencontrer sur certains territoires et par rapport à certaines demandes à réorienter, qui a forcément aussi modifié nos pratiques, dans le sens de nous, on a fait le choix à la Maison des Ados de pouvoir accompagner un peu plus longuement dans l'attente d'une réorientation qui serait indiquée. Et on a mis en place cette souplesse-là de se dire qu'on travaille avec cette temporalité-là des structures vers lesquelles on veut réorienter, et qu'on maintient, nous, ce soutien dans l'attente. Ça nous intéresse aussi de prendre en compte ce que d'autres collègues ou d'autres structures peuvent développer en la matière. On a régulièrement l'impression d'être dans un bac à sable en train de fouiller différentes idées. Bon, si tel n'est pas le cas, on va peut-être s'arrêter là pour ce matin, sachant que c'est très probablement un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de Mmh. revenir parce que il nous tient à cœur, je crois, collectivement, dans l'équipe de la Maison des Mmh. Ados de Strasbourg. Hem, je vois une remarque. Nos prises de risques non rentables. Je je vois bien le smiley. Effectivement, il y a pas beaucoup cette question de la rentabilité, dans qui nous guide, hein, dans nos expérimentations. Pour autant, c'est une question qui nous est quand même régulièrement renvoyée, hein, de la le coût de nos expérimentations et de nos idées. Mais l'enjeu pour nous, c'est quand même justement de nous adapter régulièrement. Oui, oui, je confirme, je vois la dernière remarque. C'est vrai que la démarche initiale des maisons des ados était clairement que les ados puissent venir sur place, donc qu'ils osent et qu'ils aient une demande. À ceci près qu'ils pouvaient y être accompagnés par n'importe qui, notamment des camarades, hein. On a parlé tout à l'heure des familles, mais on a toujours eu aussi des ados qui étaient accompagnés sur place par des amis, par des proches de façon très large. Mais on se rendait bien compte que ça suffisait pas, quand bien même, pareil, je l'ai redit en tout début de matinée, hein, on permettait l'anonymat, on permettait le sans rendez-vous pour être les plus souples possibles dans la possibilité d'accueillir les ados sur place. Mais effectivement, le temps 2 du développement des maisons des ados, c'est même pas que nous, hein, c'est clairement d'organiser d'autres modalités d'action, parce qu'on s'est assez rapidement rendu compte dans le développement de la Maison des ados de Strasbourg et des autres que ça ne pouvait pas suffire que de les attendre dans nos murs, Mmh. malgré tout ce qu'on avait pu concevoir de souplesse par rapport à ça et de travail de réseau pour que des professionnels ou des entourages accompagnent les ados sur place. Donc on est clairement dans ce deuxième temps qui est un temps de l'aller vers, avec des modalités à la fois pratiques, et notamment avec antenne, permanence, van, mais aussi sur les réseaux sociaux et les territoires numériques. Merci beaucoup à toutes et à tous, et surtout à Kevin Schaeffer, Lydia Djaran, Claire Riffel et Rabia Senoussi pour avoir proposé ce contenu ce matin. Et à très bientôt, avec plaisir, donc le 6 février pour notre prochain événement avec vous.